Tu me dis quand tu piques, hein. Ouais, ça marche. Ok, c'est parti. Aïe. Non, Aïe. Lucas, je Oui. t'ai pas touché là encore. Ah, je savais. Ok, on y va. Ouais. Non, ça va en fait. Ça va? Ah, il est cool ton jean. Ouais, c'est un Uniqlo. Remarque, ton haut aussi est sympa. Uniqlo. Ouais, remarque. Hey, Uniqlo font des aspirateurs aussi. Ouais, les meilleurs. Attends, et ton couscous c'est un Uniqlo aussi? Ça va? Ça fait un moment que tu dors, dis donc. Ouais. Ah, j'ai fait un rêve trop bizarre, j'ai rêvé que tous les objets de ton appart c'était des objets Uniqlo. T'as un problème avec Uniqlo, hein? Ah, je crois bien, ouais. Ok, bon bah moi j'ai fini, tu peux te lever. Bon, vous le savez sûrement déjà, j'adore Uniqlo. C'est une marque qui me fascine beaucoup, autant pour ce qu'elle propose que pour son côté très intelligent d'aborder le marché du vêtement. Il n'y a pas un jour où je ne porte pas un vêtement Uniqlo, pourtant j'ai l'impression qu'elle a débarqué il y a 10 ans cette marque. Et comme je suis loin d'être le seul à aimer Uniqlo, je suis allé à la pêche aux infos. Enquête. Tadashi Yanai, le créateur d'Uniqlo, est né en 1949 dans la ville portuaire d'Ube, au sud du Japon. Au même moment, son père, Hitoshi, ouvre une boutique de vêtements pour hommes. Toute son enfance, Tadashi baigne alors dans l'univers du vêtement grâce à son père qui est tailleur. À la fin de ses études, il monte une boutique d'ustensiles de cuisine et de vêtements pour hommes, mais il abandonne très vite son projet pour finalement développer l'entreprise de son papounet. Et c'est en 1984 qu'il ouvre une première boutique qu'il appellera Unique Clothing Warehouse. Et il faut savoir que son offre était quasiment similaire à celle d'aujourd'hui. Il proposait des coupes minimalistes et des matières solides prévues pour durer dans le temps. Ce qu'ils appelleront plus tard lifewear, c'est-à-dire proposer des vêtements qui se gardent le plus longtemps possible. Il crée aussi un logo aux couleurs du Japon, un pays qui lui tient vraiment à cœur, puisque c'est le sien. Au bout de quelques années, le nom de l'entreprise devient Uniqlo, c'est juste la contraction de Unique et Clothing. Il raccourcit le nom pour le rendre évidemment plus commercialisable, et il décide aussi de proposer des vêtements pour femmes à l'ouverture de sa première boutique. Alors pour l'anecdote, Tadashi voulait écrire Uniqlo avec un C, mais durant l'enregistrement, il y a eu une erreur administrative à l'écriture, du coup il a conservé Uniqlo écrit avec un Q. Et il ne faudra que très peu de temps à Tadashi de faire du magasin hérité par son père une machine internationale. Alors il faut savoir que Tadashi, ce qui l'intéresse, c'est pas d'avoir un magasin de quartier et de vivre avec ça. Lui, ce qu'il veut, c'est devenir un mastodonte de l'industrie. Il se documente beaucoup et admire le travail de Peter Drucker, qui est surnommé le pape du management aux USA, et qui a conseillé tout au long de sa carrière des grosses entreprises comme General Motors. Le truc qu'il a retenu de ce monsieur Drucker, comment je dis Drucker. Le truc qu'il a retenu de Peter Drucker, et d'ailleurs c'est une chose que toute bonne entreprise devrait retenir, enfin à mon humble avis, il part du principe qu'il ne faut pas s'attarder sur ce que veut vendre à tout prix le fondateur d'une entreprise, mais qu'il faut s'attarder sur ce que veulent absolument les clients. Et ça va tout changer. À la fin des années 80, Tadashi invite Mickey Drexler, le fondateur de Gap, à petit déjeuner. Bon, il faut savoir qu'à cette époque, Uniqlo était en pleine croissance et il ne voulait pas plafonner. Tadashi voyait les choses en grand et voulait vendre à l'international. Donc il s'est dit, tiens, et si je m'inspirais de Gap, le plus gros distributeur de vêtements au monde? Donc il a copié un truc tout simple pour une multinationale de vêtements, produire leurs vêtements eux-mêmes et les commercialiser. Puis vient le drame. En 1990, le Japon connaît une récession sans précédent due à une dépréciation du dollar. On appelle ça une bulle spéculative. Du coup, beaucoup d'industries japonaises souffrent et Uniqlo en fait partie. Ça freine considérablement leur développement sachant qu'ils produisent tout au Japon. Ils deviennent donc moins compétitifs. Mais Tadashi a plus d'un taux dans son sac. Tu le vois venir ? Pour survivre, il délocalise toute sa production en Chine, ce qui lui permet de ne pas subir la même chose que toutes les entreprises japonaises, c'est-à-dire en chier grave. Et surtout, il continue de faire croître ses bénéfices. En 1994, il compte alors 100 boutiques au Japon. Au début des années 2000, Tadashi a envie de tout péter dans le monde. Il ouvre alors des boutiques à Londres et dans le New Jersey. Problème, c'est qu'à cette époque, Mickey Drexler, le patron de Gap et son modèle de toujours, a ses magasins implantés aux États-Unis et en Europe. C'est un peu son terre-terre ici, faut pas déconner. L'autre problème, c'est que les collections Uniqlo correspondaient à des morphologies japonaises et non américaines. Ça pouvait pas marcher quoi.
En un peu plus d'un an, Uniqlo ferme la quasi-totalité de ses boutiques de Londres et du New Jersey. Ah, il devait se marrer Mickey, hein. Mais devinez quoi? Il en fallait plus à Tadashi pour plier. En fait, au lieu de s'apitoyer sur son sort, il va le prendre comme une leçon. Après tout, il a réussi à devenir le mastodonte au Japon comme Gap l'a été aux États-Unis. Et il savait ce qui lui manquait pour surpasser Gap. Du cool. Tadashi savait que pour devenir cool, il fallait métamorphoser ses boutiques. Elles étaient assez froides et il disait lui-même qu'Uniqlo représentait le non-cool par excellence. Du coup, il appelle Kashiwa Sato, un designer japonais très célèbre qui a notamment bossé pour Honda. Il lui demande alors de refaire toute la direction artistique de ses boutiques, en gros de tout péter pour reconstruire en étant cool. Il revoit les coupes de ses vêtements aussi, on va en parler tout à l'heure, et décide de réouvrir à New York, à Soho, un quartier branché de Manhattan. Aujourd'hui, la boutique de Soho existe toujours et elle est devenue la boutique Uniqlo la plus rentable du monde. Si c'est pas beau ça. Assez parlé de boutique, maintenant que Uniqlo est devenu cool grâce à son nouveau designer, parlons plutôt de vêtements. Donc toujours dans l'optique de proposer des vêtements que leurs clients ont du mal à trouver, Uniqlo va s'inspirer directement de Patagonia que beaucoup de leurs clients adorent. Parce qu'ils ont beaucoup de retours clients. Et ils disent « Oh, j'adore Patagonia ». Les équipes Uniqlo remarquent que leurs clients adorent les polaires de chez Patagonia. Sauf que dans les années 80 et 90, elles coûtent 100 $ à peu près. C'est assez coûteux. Donc, ce que décide de faire Tadashi, c'est de copier cette polaire Patagonia et de la proposer à 20 $ en 15 coloris. En fait, Uniqlo négocie des prix de gros et profite d'économies d'échelle avantageuses pour proposer des prix défiant toute concurrence. Et ça se retranscrit sur les tissus, les confections, les transports, les machines, enfin toute la chaîne quoi. Pour info, pour en revenir à la polaire, Uniqlo en propose en 50 coloris aujourd'hui, contre 15 à l'époque. C'est beaucoup. Alors tenez-vous bien, quelques chiffres. En 1998, il en écoule 2 millions. En 99, 8,5 millions. Et en 2000, pas loin de 26 millions. Et en fait, ce succès de vente a totalement changé l'image d'Uniqlo. Elle passe de marque de bon basique à la marque qui rivalise avec des spécialistes comme Patagonia. Et ça, c'est la naissance du lifewear pour la marque. Tadashi dit, les vêtements devraient être une extension de la personne qui les porte et quelque chose que le client n'a pas à penser. Simplicité et longévité. Je l'aime bien moi, ce Tadashi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand Uniqlo est arrivé à Paris en 2009, c'était un peu foufou. Un peu chiant, hein, juste des t-shirts, des chemises, des pulls, des jeans, de toutes les couleurs. Le magasin était très cool, hein, mais pas forcément les vêtements. La stratégie d'Uniqlo est d'être une marque forte sur tous les plans, que ce soit le design, la qualité des vêtements et surtout les prix bas grâce, encore une fois, aux économies d'échelle. Le truc qui a rendu Uniqlo définitivement cool, ce sont les collaborations avec les designers qui vont apporter une patte plus funky dinosaure aux collections et permettre de toucher une encore plus vaste clientèle. La première personne à collaborer avec Uniqlo est Jil Sander en 2009 avec la collection Plus J, collection qui s'est reproduite par la suite dans les capsules en 2011, 2014 et 2015. Jil Sander est une styliste allemande qui adore le minimalisme et les beaux volumes. Donc on retrouve des pièces beaucoup plus créateurs que d'habitude dans les rayons d'Uniqlo. Cette collab cartonne et les stocks s'arrachent, ce qui amène Uniqlo à renouveler l'expérience avec d'autres grands noms comme Karin Rothfeld, J.W. Anderson, Pharrell Williams, Inès de la Fressange ou encore Christophe Lemaire très régulièrement. Toutes ces personnes que je viens de citer ont une patte bien à elles et ça va apporter beaucoup de dynamisme dans les collections Uniqlo. En fait, si Uniqlo collabore avec autant de personnes d'horizons différents, c'est pour deux raisons. Soit aller creuser des univers qui ne leur appartiennent pas vraiment, c'est-à-dire des designs ambitieux ou des coupes inhabituelles, soit pour acheter de l'audience à travers des personnes influentes comme Pharrell. Et c'est grâce notamment à ces échanges d'audience qu'Uniqlo est devenu aussi populaire. Bon du coup, est-ce que tous les vêtements valent le coup chez Uniqlo ? Je viens tout juste de vous parler de Christophe Lemaire, un designer français, et il faut dire qu'il a bougé pas mal de choses chez Uniqlo. On va en parler rapidement. Christophe Lemaire est un créateur de 55 ans qui a fait ses armes chez Isabelle Marant, Thierry Mugler, Saint Laurent ou Klein. Il sera aussi styliste chez Lacoste pendant une décennie. Il monte ensuite sa marque qu'il appellera Christophe Lemaire, qu'il distribue en France et au Japon. Tu sens le lien. Ah oui, et pour l'anecdote, il était aussi DJ au bain-douche et à tout moment, il aurait pu devenir DJ à plein temps. Le mec aurait une vie trop cool quoi qu'il arrive quoi. Dans tout ce qu'il fait, il crée des vêtements minimalistes et colorés. Il adore la mode non ostentatoire et s'inspire beaucoup de la rue pour ses créations, de la street quoi. En 2016, Lemaire devient styliste pour la ligne Uniqlo You, la ligne la plus haut de gamme de la marque et c'est aussi la collection qui s'arrache le plus vite aujourd'hui à chaque lancement. Depuis, chez Uniqlo, il dirige le centre de recherche et développement à Paris. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres centres à Tokyo, Shanghai, New York ou encore Los Angeles qui s'adaptent à chaque mode de consommation en fonction de chaque pays. Ils ont retenu leur échec des New Jersey, je pense. Donc là où je veux en venir, c'est que les coupes et les matières dans les collections You valent vraiment le coup par rapport au reste.
En tout cas, c'est mon avis. Les matières sont plus épaisses, les coutures sont doublées, les coupes plus recherchées en écho à la longue carrière de Lemaire dans les grandes maisons de mode. Il retravaille les grands classiques des vestiaires masculins et féminins en utilisant des matières innovantes et le plus possible naturelles. Encore une fois, pour répondre au lifewear, que les vêtements durent le plus longtemps possible. Les coupes sont généreuses, les volumes sortent vraiment de l'ordinaire. Beaucoup de mecs pointus achètent souvent chez Uniqlo You, car les coupes sont très travaillées. Tu l'auras compris, c'est ma gamme préférée de chez eux. Je n'ai jamais été déçu par la qualité des produits que j'ai achetés dans les collections U, et ça je le fais depuis 2016. Alors un grand bravo à Monsieur le Maire. Mais cela ne veut pas dire que la collection classique ne vaut pas le coup. Loin de là. Alors tout d'abord, je conseille vraiment leurs sous-vêtements et leur gamme homeware, que ce soit des caleçons, des boxers, des chaussettes ou même des pyjamas, il y en a pour tous les goûts et franchement ça tient bien dans le temps. Sinon, les t-shirts blancs simples aussi, attention, ils sont à porter sous une chemise ou un pull, pas seuls. Pour les t-shirts au grammage lourd, il vaut mieux se diriger vers la gamme You. Ensuite les jeans, vous le savez sûrement, je suis un adepte des vieux Levi's, mais il faut savoir une chose, quand je n'achète pas de vieux Levi's, j'achète chez Uniqlo. En 2009, Uniqlo est arrivé en France avec un jean en toile japonaise à, tenez-vous bien, 50 €. Ce lancement est tombé pile dans la mouvance des jeans en toile selvedge japonaise. Et chez Uniqlo, ils utilisent du denim de la maison Kayara, la même maison qui fournit les toiles chez APC depuis toujours. Vous imaginez comment les stocks se sont écoulés. Alors depuis, Uniqlo n'a pas reproduit les mêmes jeans avec les mêmes toiles, ils ont aussi augmenté leur prix, mais ça reste des jeans de très bonne qualité. Et très récemment, Uniqlo a recommencé à travailler avec Kayara, le célèbre fabricant de denim japonais, pour redonner un goût de nostalgie aux personnes qui ont eu leur jean en 2009, ou pour satisfaire ceux qui ne l'ont pas eu. Pour les pulls, achetez les yeux fermés ceux en laine vierge, c'est solide et ça bouge pas. En revanche, évitez le cachemire, même si à ce prix c'est fou d'avoir un pull en cachemire, on parle de 100 €. Après plusieurs essais, ils ne tiennent pas la route dans la durée, ce qui nous éloigne un petit peu du concept de lifewear. Bon, tout ce qui est costume non plus, ça peut dépanner, c'est très simple, mais il n'y a pas la flamme, il n'y a pas le tu vois. En revanche, belle surprise ces dernières années sur les chemises. J'étais pas forcément très fan de leurs chemises à la base. J'avais simplement acheté de l'Oxford bleu et blanc chez eux, à col boutonné. Mais depuis peu, Uniqlo s'est mis à faire de la belle chemise, facilement repassable, à col généreux comme on aime. Bon, on n'est pas sur du col flottant à la Brooks Brothers, mais bon, ça va venir quoi. Ah oui, j'allais oublier le best-seller ultime d'Uniqlo, à la doudoune. Uniqlo est le vendeur numéro 1 au monde des doudounes légères, devant des spécialistes comme Canada Goose qui vendent les leurs entre 400 et 500 € quand même, c'est pas rien. Chez Uniqlo, vous pouvez acheter une doudoune à 50 €. Au calme. Bon après ça reste mes avis personnels, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous aimez comme pièce chez Uniqlo. Mais alors du coup, Uniqlo, est-ce comparable à Zara et H&M? Alors oui et non. En effet, Tadashi essaie de s'en détacher un maximum. Même s'il y a beaucoup de collections, genre beaucoup, il faut vendre évidemment, Uniqlo n'a jamais revendiqué faire de la mode. Là où ses concurrents Zara, H&M, etc. vont copier des designs de grands créateurs pour s'empresser de les mettre dans leur collection. Alors Uniqlo copie aussi, et ça dès le départ, mais il ne copie pas des tendances, il copie les best-sellers des marques spécialistes, des marques héritage qui ont fait leurs preuves. Là est la subtile différence. La doudoune, la polaire, les pulls en cachemire, ils s'approprient tous les bons basiques des grandes marques spécialistes, tout en les proposant à des prix beaucoup moins chers grâce à leurs économies d'échelle. D'ailleurs, Tadashi le dit lui-même, il n'est pas à la tête d'une entreprise mode, il est à la tête d'une entreprise technologique, au même titre qu'Apple, qui base toutes ses sorties sur des recherches. C'est terminé pour Uniqlo, si vous avez envie d'en connaître plus sur une autre marque, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Avant de se quitter, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter privée qui est totalement gratuite. Chaque jeudi à 11h30, je vous envoie des conseils pour bien choisir ses vêtements, des sélections de marques et aussi plein d'anecdotes sur les marques et bien sûr plein de bons plans parce qu'on adore les bons plans. Je crée aussi régulièrement des vêtements en collaboration avec des marques trop cool et c'est que via cette newsletter que vous y aurez accès. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avance et surtout, portez-vous bien, je vous fais des bisous. Ciao. Pouah.